Bonjour à tous. Merci de votre présence à cette quatrième activité en lien avec le Québec économique neuf portant sur la transformation numérique. Alors, c'est avec un grand plaisir que ce midi, nous recevons Dalibor Stefanovic, professeur agrégé en sciences économiques à l'UQAM, qui va nous parler de son chapitre, le chapitre 12, sur la modélisation. Mais tout d'abord, je vais céder la parole à Nathalie de Mercelis-Varin, co-directrice scientifique de l'ouvrage avec Benoît Dostie de HEC Montréal, pour vous dire quelques mots. Merci. Merci beaucoup Geneviève. Écoutez, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir virtuellement dans nos séminaires et nos webinaires maintenant Cyrano. Alors ce matin, Pauline me donnait les derniers chiffres. On a plus de 44 061 téléchargements du Québec économique neuf. Donc c'est un ouvrage qui réunit plus de 40 contributeurs. Il est accessible en ligne. Je pense qu'on le mettra dans le chat l'accès pour ceux qui n'ont pas encore pu se le procurer. Et aussi les chapitres sont disponibles. Donc, merci beaucoup. Je suis ravie, évidemment, d'introduire ce séminaire parce que tout ce qui touche la science des données appliquée aux sciences sociales fait partie, évidemment, des avantages de ce que fait le Cyrano depuis plusieurs années. Je pense que c'est important avec les données massives, l'utilisation des données massives, l'apprentissage automatique, des nouvelles techniques d'apprentissage et d'analyse de données qui sont utilisées par nos chercheurs. Alors, nous avons mis en place il y a quelques années, en fait, un pôle spécifique transversal au Cyrano sur la modélisation de l'économie du Québec, qui réunit des chercheurs et des praticiens pour favoriser justement les nouvelles modélisations, mais aussi, en fait, les échanges entre justement les chercheurs et notamment les praticiens en collaboration avec le ministère des Finances du Québec. Donc, Dalibor est un des co-responsables, en fait, du pôle avec André Lemelin de l'INRS et Jean Dubé de l'Université Laval. Donc, ravi évidemment d'accueillir Dalibor aujourd'hui, qui est donc un professeur à l'UQAM, comme l'a dit Geneviève, qui est un chercheur principal chez nous au Cyrano, en charge du pôle, mais aussi dans le grand thème politique, économique et budgétaire. Et donc, je vais lui laisser nous présenter son chapitre, en tout cas, nous présenter les avancées des prévisions macroéconomiques qui peuvent utiliser l'apprentissage automatique. Alors, bon séminaire à tout le monde et bonne continuation. Bonjour à tous. Bien que malheureusement, je vous vois pas. Mais bon, le temps oblige, on va le faire comme ça de façon virtuelle. Donc, mais merci pour l'introduction, puis merci pour l'opportunité de présenter les travaux aujourd'hui. Donc, ces travaux-là font suite du chapitre dans Québec économique. Donc, je présenterai pas le chapitre tel quel. Ça va être plus une revue de ce qui se fait ou de ce qui s'est fait récemment au niveau de la prévision macroéconomique en utilisant des données massives puis en faisant appel aux différentes techniques d'apprentissage automatique. Donc, pour motiver, il faut pas, je pense qu'on n'a pas besoin de motiver énormément cette littérature-là actuellement, puisque ce qu'on appelle le machine learning, ou ce que je vais des fois appeler aussi apprentissage automatique, c'est connu depuis longtemps, mais c'est utilisé à grande échelle depuis peu de temps, donc ça dépendait un peu de l'accessibilité de la technologie. Puis en sciences économiques, c'est de plus en plus utilisé en microéconomie. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a beaucoup de données. Donc, ce sont les méthodes qui nécessitent souvent un grand ensemble d'informations. Et donc, ce type de données-là est plus souvent disponible en microéconomie qu'en macroéconomie. Donc, là, il y a eu plusieurs avancées, même au niveau de l'analyse causale par des travaux de Suzanne Attig, Guido Imbens, Descoutard, mais aussi de l'autre côté par Belloni, Janouzukov et autres. Donc, cette machinerie-là d'algorithmes est en plus souvent disponible publiquement. Quand je dis publiquement, c'est-à-dire que c'est gratuit. Donc, si vous utilisez les packages comme R ou Python, ces logiciels-là, là, vous avez même accès gratuitement à une multitude d'algorithmes qui sont prêts à utiliser. Puis, si vous voulez chercher des grandes bases de données pour vous entraîner un peu là, à utiliser ces algorithmes-là, il y a le site web kaggle.com où vous en trouverez aussi un grand nombre.
Par contre, c'est aussi une boîte noire, là, donc bien que c'est facile d'utiliser, c'est pas facile de comprendre ce que ça fait derrière l'écran. Et donc, il y a eu un peu de travaux là-dessus, là, où on voulait dire aux gens, bon, écoutez, là, c'est avant tout un outil de prévision. Donc, c'est pas encore vraiment un outil d'analyse causale, d'analyse structurelle. Donc, il faut faire très attention de ne pas surinterpréter les résultats qu'on obtient en utilisant ces méthodes-là. Pour ce qui est de la macroéconomie ou de la macroéconométrie, ou si vous voulez, pour ce qui est de l'analyse en série temporelle, donc le sujet qui m'intéresse, puis le sujet sur lequel j'ai écrit le chapitre dans le Québec économique, machine learning, en fait, là, il a quand même une longue histoire. Donc, ça date déjà des années 90, où surtout White et des co-auteurs ont utilisé différents types de réseaux de neurones, mais sans grand succès. Donc, quand je dis sans grand succès, c'est que ces méthodes-là étaient relativement simples dans le temps, n'arrivaient pas à performer mieux que des modèles macroéconomiques standards en ce qui est de la prévision des variables macroéconomiques. Et donc, c'est pour ça que ça a été un petit peu oublié jusqu'aux années, bien sûr, 2010-2015, là, où avec l'arrivée de toute la machinerie d'apprentissage automatique, les gens ont commencé à appliquer aussi ces méthodes-là pour la prévision macroéconomique. Et là, je cite seulement une petite partie de la littérature qui a essayé de montrer que ces méthodes-là peuvent être utiles. C'est la même chose en finance. Donc, en finance, là, ce qui est bien, c'est que ça... Bon, d'un côté, donc, les données sont disponibles de façon temporelle, mais il y a aussi beaucoup de données dans l'autre dimension, donc dans la dimension cross-section ou longitudinale. Et il y a aussi un gros marché, hein, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes capable de bien prévoir les variables financières telles que les prix d'actifs, il y a clairement un marché pour ça. Donc, il y a toute une industrie entourant les méthodes de machine learning qui s'est développée également à ce niveau-là. Puis là, je cite quelques papiers là, très récents qui ont montré un certain avantage d'utiliser ces méthodes-là en finance. Puis là, je voulais juste dire, j'ai oublié de le dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Je ne vois pas nécessairement s'il y a une question ou pas. Ah, ça dit converser. Ah voilà, bon, c'est ça que je voulais dire. Donc, n'hésitez pas. Donc, attendez pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, là, attendez pas la fin de la présentation parce que vous risquez de trouver ça un peu long. Puis aussi, moi, ça me permet d'avoir un séminaire un peu plus interactif là, que de juste parler devant mon ordinateur. Donc voilà, donc comme je vous dis, il y a une littérature en macro et une littérature en finance. Qu'est-ce que machine learning peut faire, au moins actuellement? Donc, il faut vraiment savoir que c'est un outil de prévision. OK? Puis c'est là vraiment où il performe. Donc, il peut gérer des données massives, surtout lorsqu'il n'y a pas de guide théorique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Supposons que vous voulez prévoir, je ne sais pas moi, les taux de change. Okay? Vous voulez prévoir le taux de change entre le Canada et les États-Unis sur un horizon de quelques mois. Il existe une théorie, n'est-ce pas? Donc, la théorie macro-internationale vous dit que les déterminants de ce taux de change-là devraient être la parité des taux d'intérêt, la parité, donc le différentiel des taux d'inflation entre les deux pays, et ainsi de suite. Mais il s'avère que ces modèles-là, basés sur la théorie, habituellement ne performent pas bien en pratique, c'est-à-dire qu'ils sont souvent battus par des modèles de série chronologique très simples. Et donc là, qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous pouvez dire, écoutez, il n'y a pas juste le différentiel des taux d'intérêt puis de l'inflation comme données accessibles. On a quand même accès à des millions de variables financières et macroéconomiques. Et dans ce monde-là, aussi grand, on n'a pas de théorie pour nous permettre de déterminer quels sont les sous-ensembles les plus importants et de quelle façon il
combinés pour mieux prévoir le taux de change. Et donc, dans cette situation-là, bien, vous pouvez prendre des méthodes machine learning qui vont faire à la fois la sélection des variables importantes, mais aussi la sélection ou l'approximation des relations entre votre variable cible et vos variables prédictrices. Okay? Donc, ça a l'avantage que ça peut être non linéaire, non paramétrique. Ça peut être ce qu'on appelle sparse ou dense. Donc, on peut avoir des modèles, des architectures qui sont profondes, etc. Donc, en d'autres mots, ben, le machine learning est vraiment bien fait lorsque vous avez, soit vous avez peu d'informations sur votre problème de prévision, soit vous ne voulez pas imposer ces restrictions-là. Donc, autrement dit, on laisse vraiment les données parler. Ce que machine learning ne fait pas encore, ben, il nous dit rien sur les mécanismes économiques ou sur les équilibres. Bon, pourquoi il dit pas grand-chose sur les équilibres? Mais c'est parce qu'on n'impose pas ces conditions-là. Donc, on n'a pas un modèle proprement dit structurel. Donc, il n'y a pas de notion élaborée d'équilibre général. Il n'est pas évident non plus d'imposer. Donc, même si on voulait imposer des restrictions structurelles, c'est pas nécessairement évident comment le faire dans ce contexte. OK? Donc, ça reste un peu une boîte noire. C'est un outil de prévision, donc ça va vous dire, par exemple, que le taux d'inflation pour la prochaine année sera de 4%. Okay? Et là, si vous arrivez avec ça à la Banque du Canada ou au comité de la politique monétaire, mais ils vont vous regarder avec des gros yeux puis ils vont dire, OK, mais pourquoi tu penses que ça va être 4%? Et c'est là qu'on reste muet en utilisant ces méthodes-là. Et c'est ça le gros problème d'amener l'utilisation de ces modèles-là à un plus haut niveau de prise de décision. Il y a eu quand même quelques tentatives pour gagner un peu de l'interprétabilité des résultats obtenus avec ces méthodes. Donc, il y a ce qu'on appelle variable importance. Donc, ça veut dire qu'on peut ex post, donc une fois qu'on a fait notre prévision ou qu'on a fait notre analyse, bien, on peut retourner puis voir quelles sont les variables dans notre grand nuage de variables candidates, quelles sont les variables les plus importantes, n'est-ce pas, qui ont servi le plus souvent à formuler ces prévisions-là. Il y a aussi Philippe Goulet-Coulomb qui a un bon papier sur les macro-random forest où il est aussi capable de donner un peu d'interprétation sur la façon que le modèle sélectionne des variables à travers le temps. L'approche par les valeurs de Shapley, de Joseph, etc. Mais sachez que ce n'est pas un modèle structurel. Donc, il n'est pas évident, du moins, de construire une histoire économique entourant les prévisions ou les outputs là, que vous allez obtenir en utilisant ces méthodes-là. Donc, juste quelques équations, donc probablement les seules que vous allez voir aujourd'hui. Puis là, je pense que j'ai une question. OK. Pour l'interprétabilité, je pense que l'interprétation machine learning offre une nouvelle opportunité. Qu'en pensez-vous? Voilà. Donc, ça revient au même. C'est vraiment, donc, pour ce qui est de l'interprétabilité, tant qu'on n'a pas un modèle structurel, ça va être difficile de convaincre qui que ce soit sur l'histoire économique derrière ces prévisions. Mais bon, on peut en discuter par la suite. Donc, pour fixer un peu les idées, donc, voici le problème. Comme je vous dis, ça va être à peu près la seule équation aujourd'hui, mais je préfère la faire tout de suite là, pour que vous voyez vraiment qu'est-ce que la machine fait derrière. Donc, la cible ou la variable dépendante, comme on a vu dans nos cours d'économétrie ou de statistique, donc la cible, je vais l'appeler Y. Là, je l'indique par T parce que je suis en série temporelle. Donc, T, ça va être une période, mais T, ça aurait pu être un individu aussi. Donc, ce que je présente ici n'est pas spécifique à l'analyse en série temporelle. Okay? Donc, je prévois Y à la période T plus H. Donc, T, pensez que c'est le moment présent. Okay? H, ben ça veut dire que je veux prévoir cette variable-là dans H période. Okay? Donc, prenons un exemple. Donc, supposons que Y, c'est le taux de croissance du PIB du Québec. Et ce que je veux faire, c'est prévoir ce taux de croissance-là dans 4 trimestres.
Okay? Donc, si je travaille avec les données trimestrielles, T représente un trimestre, H sera égal à 4, et donc je veux prévoir le taux de croissance du PIB dans un an. Donc, ça, c'est ma cible. Quelle est l'information que j'ai à ma possession? Mais je vais appeler ça H, T. Donc, je l'indique par T pour dire que ça, c'est l'information que j'ai actuellement. Okay? Cet ensemble d'informations peut être très petit, peut être extrêmement grand. Okay? Donc, on peut comprendre seulement quelques variables macroéconomiques, mais peut comprendre aussi des centaines de variables macroéconomiques et financières auxquelles on a accès à travers le temps. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Ce qu'on veut faire, vous voyez, c'est de minimiser la différence entre quoi? La différence entre la réalisation, okay? Donc ça, c'est ma cible, et ça, c'est ce que je prévois. Okay? Donc, la différence entre YT plus H et G de F de H, cette différence-là, c'est ce qu'on va appeler l'erreur de prévision. Bon, si c'est dans l'échantillon, on va appeler ça aussi un résidu. Si c'est à l'extérieur de l'échantillon, on va appeler ça une erreur de prévision hors échantillon. Bon, donc ça, c'est quelque chose que j'observe dans l'échantillon. Mais ça, c'est quelque chose que je dois construire, n'est-ce pas? Donc ça pour construire ma prévision, j'ai besoin d'un modèle. Bon, je n'ai pas nécessairement besoin d'un modèle, je peux aller voir une clairvoyante aussi. Mais elle aussi, elle a besoin d'un modèle. Donc, d'une façon ou d'une autre, là, vous devez spécifier comment votre prévision est construite. Donc, qu'est-ce qu'on a comme input, comme ingrédient pour formuler cette prévision-là? On a les données. Hein, donc, on a notre ensemble d'informations achetées que j'ai déterminées juste en haut. Cet ensemble d'informations, habituellement, on le transforme avant de le mettre dans un modèle. Hein, ceux qui ont déjà pris des cours de macroéconométrie, par exemple, vous avez déjà vu des notions là, de stationnarité. Là, on vous a expliqué qu'il est préférable souvent de travailler avec les variables temporelles qui sont dites stationnaires. Donc, si vous prenez par exemple le PIB, ça, c'est considéré non stationnaire. Donc, on va le transformer en une variable qui est stationnaire, qui est le taux de croissance. Et donc, cette transformation-là, on va l'appeler FZ. Et là, vous pouvez penser que si vous avez 150 variables dans l'ensemble H, il y a une multitude ici de transformations qui peuvent être appliquées. Okay? Donc, il faut choisir la transformation de vos inputs. Et ensuite, ceci fait partie d'un modèle. Et ce modèle-là, cette fonction-là, je l'appelle G. Ce modèle-là pourrait être strictement linéaire. Donc, je pourrais simplement écrire ça comme YT plus H moins bêta fois HT. Okay? Auquel cas, je retrouve ma régression linéaire standard. Mais G pourrait être aussi un deep neural net, donc un réseau de neurones profond, okay? À l'autre spectre de la complexité. Donc, je dois choisir maintenant ce modèle. Donc, je dois choisir G. Et ce G-là fait partie d'un ensemble de fonctions, n'est-ce pas, auxquelles j'ai accès. Donc, ça, c'est le premier ingrédient. Donc, ça, c'est, si vous voulez, la première caractéristique de mon problème de prévision. Donc, il faut choisir le modèle. Avec ce modèle-là, souvent, et surtout lorsqu'on est en présence de données massives, il arrive une pénalité ou une façon de régulariser le problème. Pourquoi est-ce qu'on veut régulariser le problème? Encore une fois, donc, je vous rappelle de vos cours d'économétrie, si vous avez un immense ensemble d'informations ici, de sorte que vous avez plus de paramètres estimés que d'observations, vous ne pouvez pas résoudre votre problème par les moindres carrés ordinaires. Okay? Donc, dans ce cas, il faut soit laisser tomber des variables dans H pour rendre ce problème-là faisable, soit avoir une régularisation sous forme d'une pénalité qui va vous permettre de contourner le problème d'inversion de matrice. Okay? Et donc là, il faut choisir aussi de quelle façon on s'y prend. Donc, il y a différentes façons de faire la régularisation. Des fois, cette régularisation-là, elle vient avec le choix de la fonction G. Des fois, il faut la choisir à part. Donc, ça, c'est le deuxième ingrédient important. Le troisième ingrédient, vous voyez ici, j'ai indiqué quelque chose par tau. Donc, la lettre tau ici, ça désigne les hyperparamètres. Donc, qu'est-ce que c'est les hyperparamètres? Mais ce sont des paramètres d'un modèle qu'il faut fixer avant même d'estimer ce modèle. Okay? Donc, si on parle d'un réseau de neurones, par exemple, dans un réseau de neurones, il faut choisir le nombre de couches, donc de layers, et il faut choisir le nombre de neurones. Okay? Donc, ça vous donne deux hyperparamètres
important pour cette modélisation-là. Et là, la question qui se pose, mais comment est-ce qu'on fixe ces paramètres, ces hyperparamètres-là, et aussi comment est-ce qu'on peut optimiser ce choix-là. Okay? Ceci est souvent fait par une méthode appelée la validation croisée. Puis là, il y a différentes façons de faire cette validation croisée ou même utiliser les critères d'information, etc. Mais donc, juste pour vous dire que ce troisième ingrédient est aussi très important. Arrive le quatrième. Donc, vous voyez, je n'ai pas parlé de ça. Dans ma minimisation ici, j'ai une fonction de coût, L, ou la fonction de perte. OK? Donc, ça fait quoi? Bien, ça indique comment je valorise le fait que je ne vais jamais, ou presque jamais, parfaitement prévoir la variable. Donc, je vais toujours avoir des erreurs de prévision ici, mais comment est-ce que je les valorise? Donc, quelle est ma fonction de perte, sachant que je vais commettre des erreurs? Et donc, le choix de cette fonction-là est aussi très important. Pourquoi? Parce que vous, comme utilisateur final, vous n'avez peut-être pas la même fonction de perte que la machine pour laquelle on a spécifié une certaine fonction-là. La plupart du temps, la fonction de perte qui va être utilisée, elle va être quadratique. Donc, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que c'est une fonction de perte qui est symétrique, okay? Donc, qui pénalise de plus en plus les grandes erreurs de prévision. Mais surtout, elle est symétrique. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que si votre problème de prévision, c'est par exemple de prévoir le budget, à savoir est-ce que vous allez être en déficit ou en surplus, bien, avec cette fonction de perte-là, vous valorisez de la même façon le surplus que le déficit, ce qui n'est peut-être pas le cas pour vous. Peut-être que vous êtes plus tolérant sur un surplus que sur un déficit. Si vous l'êtes, et que vous utilisez quand même une fonction de perte quadratique ici, mais sachez que votre analyse n'est pas parfaitement adaptée à votre perte ex post. Et finalement, donc, la fonction de transformation des données. Donc, est-ce qu'il y a une façon optimale de choisir même la transformation des inputs avant de les donner à la machine? Donc, pourquoi tout ça, c'est important? On va le voir ici. Donc, là, ce que je fais, c'est que je décompose l'erreur de prévision en plusieurs morceaux. Mais avant de faire ça, donc, définir quelques notions. Donc, quand je mets les étoiles, donc G étoile de F étoile de H, ça, c'est le vrai modèle. Okay? Donc, supposons qu'on connaît la vraie fonction, donc le vrai modèle G, la vraie fonction de transformation FZ, et que les données contenues dans HT sont toutes pertinentes. Okay? Donc, c'est ce qu'on ferait dans le monde idéal. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. G, F, H, ça, c'est le modèle et la transformation de données que vous avez choisi. Okay? Vous ne savez pas si c'est le vrai modèle. En fait, il se peut que le vrai modèle n'existe pas. Okay? Donc, vous cherchez simplement un modèle qui approxime le mieux ce qui aurait pu se produire. Donc, ça, c'est ce que vous avez choisi. Ensuite, G chapeau de Z, ben, c'est le modèle que vous avez choisi et que vous avez estimé. Et Y chapeau, ben, ça, c'est la prévision obtenue avec ce modèle. Donc, l'erreur de prévision, donc la différence entre ce qui est réalisé et ce qui est prévu, peut se décomposer comme suit. Donc, vous avez ici une partie qui est appelée l'erreur d'approximation, une partie qui est appelée l'erreur d'estimation, puis une partie ici qui est l'erreur intrinsèque due à la prévision. Donc, comment est-ce qu'on peut... Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de réduire, n'est-ce pas, ces deux erreurs-là afin d'obtenir la meilleure prévision possible. Donc, on peut penser que l'erreur d'estimation, bien, on peut de façon classique, on peut la réduire en ajoutant plus de données pertinentes. Okay? Donc, le modèle que vous avez choisi, vous devez l'estimer. Plus que vous avez de données pertinentes pour estimer ce modèle-là, bien, plus vous allez réduire cette erreur d'estimation. Il reste quand même l'erreur d'approximation. Donc, ça, c'est le vrai modèle. Ça, c'est le modèle que vous avez choisi. Bien, vous êtes quand même libre de choisir n'importe quoi ici. Hein? Donc, vous pouvez dire, bon, ben, je crois que mon modèle n'est pas si compliqué que ça, donc une régression linéaire standard va faire. Ou bien, vous pouvez dire, non, écoute, mon problème de prévision doit être hautement complexe, donc je vais utiliser le dernier cri là, dans le Deep Neural Net. Donc, je vais utiliser un réseau de neurones le plus profond, le plus compliqué possible. Okay? Ça vient quand même avec des coûts.
un coût lorsque vous utilisez un modèle hautement flexible, hautement complexe, c'est que oui, vous approximez très bien ce qui aurait pu se produire, mais vous courez aussi un risque d'avoir un problème de surajustement, ce qui normalement affecte beaucoup la prévision hors échantillon. Et donc, pour contrer ce risque de surajustement, il vous faut une méthode, il vous faut en fait une façon de régulariser le modèle qui est adéquate. Okay? Et finalement, donc, votre choix de transformation de données, ben ça joue sur les deux tableaux. Donc, en choisissant bien la transformation des données, ben, ça vous aide à réduire l'erreur d'estimation, mais tout en gardant au minimum l'erreur d'approximation. OK? Donc, ça, ben, c'est juste pour vous dire que, donc, après avoir vu tout ça, que c'est pas une simple machine à saucisses. Donc, il n'est pas suffisant de simplement mettre les ingrédients en haut ici et que le résultat soit bon. Une autre façon de décrire ça, c'est par un adage standard dans la littérature de machine learning, c'est garbage in, garbage out. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous donnez à votre méthodologie soit de mauvais ingrédients, soit en termes de données, soit une mauvaise machine, ou en termes de choix de modélisation, ben, l'output qui va en ressortir ne sera pas très bon, même si votre méthode est très, très sophistiquée. Donc, qu'est-ce qui peut mal tourner au niveau des ingrédients? Ben, il se peut que l'ensemble de prédicteurs que vous donnez n'est pas pertinent. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est pas vrai que lorsque vous voulez prévoir quelque chose, par exemple, vous voulez prévoir le taux de croissance du PIB canadien, c'est pas vrai que vous pouvez aller sur le web puis aller ramasser des millions d'indicateurs. Donc, vous prenez tout ce qu'il y a dans le monde et laissez ensuite la machine gérer ce qui est pertinent ou pas pour votre problème de prévision. Donc, il faut quand même superviser cette étape-là. Donc, il faut que vos choix, donc il ne faut pas oublier l'économique. Okay? Donc, il faut quand même que vos choix d'indicateurs dans H soient guidés de quelconque façon. Donc, soit par votre expérience, votre expertise ou par la théorie économique. Vous pouvez aussi mal spécifier la cible, n'est-ce pas? Donc, vous voulez prévoir quelque chose, mais vous avez mal transformé la cible ou vous voulez prévoir, par exemple, vous voulez utiliser ces méthodes-là pour prévoir pour prévoir le PIB du Québec dans 20 ans. Ben, le PIB du Québec dans 20 ans n'est pas fonction du taux de chômage d'aujourd'hui. Okay? Donc, il va être probablement fonction de vos hypothèses là, sur le taux de natalité, sur la productivité, et ainsi de suite. Donc, il faut choisir le bon modèle pour la question qui vous intéresse. Mais tout ça, ça se travaille. Là, c'est-à-dire, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, normalement, quand on travaille avec ces modèles-là, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'essais-erreurs. Okay? Et on finit à un moment donné sur un ensemble de données. On finit par trouver des méthodes qui fonctionnent relativement bien. Ce qui nous fait mal, donc même si on fait bien ceci, ce qui nous fait mal, ce sont les changements structurels. Okay? Donc, cette instabilité structurelle, mais c'est, en tout cas, du moins ce que moi j'ai vu, ce n'est pas quelque chose qui arrive très souvent dans les applications typiques en machine learning. Par exemple, si vous regardez le problème de la reconnaissance faciale, souvent le problème va venir du fait qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, les photos peuvent être prises en faible résolution, mauvais signal, ainsi de suite. Mais on peut quand même penser que si vous entraînez votre algorithme sur des centaines de milliers de photos, l'algorithme va finir par trouver la façon de bien ressortir le signal, même si les photos ne sont pas de bonne qualité. Mais il n'y a pas vraiment de changement structurel. Vous essayez de reconnaître, par exemple, le visage des gens dans les prises par les caméras de surveillance, mais à moins que tout le monde se mette à aller chez le chirurgien esthétique, là, ben, il ne devrait pas avoir de gros changements structurels dans un avenir approché. Autrement dit, vous pouvez réutiliser vos algorithmes année après année. Aussi, dans les applications typiques en machine learning, la cible est souvent observée.
Okay? Donc, ce que vous ciblez, ben, c'est un phénomène là, qui est parfaitement ou plus ou moins parfaitement observable. Quand on arrive en économie ou surtout en macroéconomie, ben, l'instabilité structurelle est plutôt fréquente. Donc, puisqu'on parle de la macro, ben, pensez à des changements de politique macroéconomique. Par exemple, la Banque du Canada, en début des années 90, est passée au régime de ciblage d'inflation. Okay? Aujourd'hui, il y a des idées de ciblage d'inflation moyenne, okay? Pour permettre à des taux d'inflation d'être différents de la cible pour une certaine période de temps. Pensez à la régulation. Donc, les marchés financiers ne sont pas réglementés de la même façon à travers le temps, etc. Donc, si vous voulez un exemple, ben, prenons les données américaines. Donc là, ce que je vous montre ici, c'est le taux de croissance du PIB réel américain. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, c'est pour une économie, pour un pays, c'est la variable macroéconomique à prévoir, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas avoir plus typique que ça comme exemple. Et donc, ce qu'on voit ici, donc, on voit l'historique de la croissance de l'économie américaine depuis 1959 jusqu'à, mettons, 2018 à peu près, ou 2019. Donc, c'est caractérisé aujourd'hui par des grands épisodes. Donc, un grand épisode, c'est la période de la grande inflation, suivi de la période de la grande modération. Puis là, on a eu la grande récession. Et donc, vous voyez que si vous êtes dans la business de prévision, soit du cycle de l'économie américaine, soit simplement de fluctuations, ben, vous voyez que si vous entraînez votre modèle sur cette période-là, cette période est caractérisée par quoi? Est caractérisée par une variance qui est quand même élevée, par les taux de croissance qui sont en moyenne élevés et par le fait qu'il y a beaucoup de récessions et que les récessions sont relativement rapprochées. Et là, vous arrivez à prévoir la période de la grande modération où qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un changement brusque dans la volatilité des séries, donc la variance a chuté. Les récessions sont rares, sont très espacées, sont plus petites en amplitude et sont de moins longue durée. OK? Puis là, vous commencez à entraîner, donc vous commencez à comprendre quelle méthode fait bien pour prévoir ceci. Puis là, il vous arrive la grande récession. Bon, que vous n'avez pas vu venir. Pourquoi? Parce que la grande récession, ben, elle s'apparente un peu au niveau des causes de cette récession-là, elle s'apparente un peu à ce qui s'est passé dans les années 1930. Mais les années 1930 ne sont pas ici, là. Okay? Sont derrière. Là. Vous n'avez jamais entraîné vos modèles sur ce qui s'est passé dans les 1930. Puis vous ne pouvez pas non plus parce que vous n'avez pas accès aux mêmes données durant ces années-là. Puis vous vous dites aussi, ben, écoutez, ce qui s'est passé il y a 90 ans, là, ça ne devrait pas être relié à ce qui va se passer demain. Mais non, c'est pas ça qui s'est produit. Donc, boum, une grosse récession, la plus profonde, en fait, depuis 1959 et qui a duré très longtemps. Mais bon, c'est quand même votre échantillon. Donc, vous développez vos modèles, vos méthodologies pour bien prévoir durant toutes ces périodes-là. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, comme ils disent, shit happens. Donc, la COVID. Ben là, OK. Donc, puis là, la COVID, donc, vous voyez, donc, ça, c'est la baisse. Donc, c'est la même variable, OK? Je vais juste ajouter ici les données à la fin. Donc, vous voyez qu'en fin 2008, début 2009, le taux de croissance du PIB annualisé a chuté de, mettons, 9%. Tandis qu'au deuxième trimestre de 2020, ben, il a chuté de près de 40% pour ensuite remonter à presque 30%, puis là, il s'est stabilisé. Bon, on va me dire que on est vraiment malchanceux, c'est un choc imprévisible, la COVID. C'est vrai, mais c'est juste pour vous dire que des fois, il y a des choses qui... quand on fait de la prévision des séries temporelles et surtout des séries temporelles macroéconomiques ou des chocs, qu'ils soient causés par un comportement endogène comme dans la grande récession ou qui arrivent de façon exogène comme dans la récession due à la COVID, ben ces chocs-là arrivent. Okay? Et ça va affecter nécessairement notre capacité à prévoir. Aussi, en macroéconomie, ben la cible est souvent non observable. Okay? Donc, on va être appelé à prévoir l'état de l'économie. Mais l'état de l'économie, on ne le voit pas.
Donc, quel est l'état de l'économie? Bon, des fois, on peut catégoriser ça en deux. Hein. On peut dire, bon, on est en bon état ou en mauvais état. En finance, les gens ont aussi essayé d'avoir plus que deux régimes, n'est-ce pas? On peut avoir un régime de basse volatilité, de moyenne volatilité, de haute volatilité. Mais le fait est que ces états-là, on ne les observe pas, on les imagine, puis on essaie de les inférer à partir des données. Et ça devient aussi notre cible. Okay? Mais c'est pas la même chose de travailler, d'entraîner les modèles sur une cible qui est non observable que sur une cible qui est parfaitement observable. Ou si vous voulez avoir des modèles pour estimer les effets de la politique monétaire, ça ne se voit pas sur les effets directs de la politique monétaire. Et aussi, quand vous faites ces analyses-là en temps réel, souvent vous allez faire face à des erreurs de mesure puis à des révisions de ces données-là qui peuvent des fois être très, très importantes. Donc, comme je disais, donc c'est une boîte noire. Quand je parle de la boîte noire, donc du moins l'application des méthodes de machine learning dans la prévision macroéconomique. Donc, il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été faits, beaucoup de travaux de course de chevaux qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on fait une course de modèles pour prévoir quelques variables. Mais il y a très peu de compréhension profonde là, de ce qui... C'est-à-dire, lorsqu'on voit qu'une méthode ou des méthodes machine learning marchent très bien, on ne sait pas pourquoi. Donc, rappelez-vous de ces composantes-là que j'ai pris le temps d'énumérer. Donc, ce que je veux, c'est que la plupart du temps, si une méthode fait bien pour prévoir le taux de croissance du PIB américain, mais on ne sait pas est-ce que ça fait bien parce qu'on a spécifié une certaine fonction ou une certaine régularisation ou une certaine façon de les hyperparamètres, etc. Donc, pour parier un peu à ça, on a avec Philippe, Maxime et Stéphane, on a une série de travaux qui essaient un peu d'ouvrir cette boîte et donc de quantifier les effets de ces caractéristiques-là que je viens de vous montrer sur la prévision macroéconomique. Et donc, ce qu'on trouve, en fait, là, c'est que la principale source de gain lorsque vous utilisez ces méthodes-là vient de la flexibilité des modèles caractérisés par leur capacité à tenir compte des non-linéarités. Okay? Que ce soit de façon paramétrique ou non paramétrique. Et bien sûr, lorsque vous combinez cette capacité non linéaire à des ensembles de données qui sont très grands, c'est là que vous obtenez de façon systématique des gains importants. Donc, ce que je vous aurais présenté dans un séminaire normal d'1 heure et demie, ça serait tout ça. Mais là, je vais juste vous présenter quelques résultats rapidement parce que je vois qu'on est déjà rendu à 12h39. Donc, quelques résultats rapidement de ce travail-là ici. Un travail très récent, on a essayé de voir, est-ce que les techniques de machine learning sont capables de suivre l'évolution des variables macroéconomiques durant la récession due à la COVID-19. Puis, je n'aurai pas le temps, là, mais vous pouvez regarder par vous-même, là, donc les travaux de Gu, Kelly et Xu, donc au niveau de l'application de machine learning en finance, et par ces gens-là, au niveau de l'application des données non structurées dans la modélisation macroéconomique. Puis, ce que je vais vous faire à la fin, je vais vous montrer quelques prévisions actuelles obtenues par les méthodes, par plusieurs des méthodes là, qu'on a déjà utilisées et des données massives, donc les prévisions du PIB pour le Canada, le Québec et les États-Unis. Je vais juste voir s'il y a des questions. Donc, Simon me demande, est-ce qu'on est capable de construire les intervalles de confiance entourant les prévisions? Oui, bien sûr, on peut les faire en trichant un petit peu. Donc, on peut les faire en supposant que si je reviens ici, c'est une bonne question, là, parce qu'on est en train justement de le faire actuellement. Donc, voici notre modèle. On peut supposer, donc en supposant que les erreurs de prévision sont plus ou moins normales, donc normalement distribuées,
ben, on pourrait approximer la variabilité de ce processus-là par les erreurs quadratiques moyennes historiques obtenues hors échantillon et de cette façon faire simplement le point forecast plus ou moins 2 fois l'écart type, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une façon cheap, si l'on veut. Autrement, on peut faire du bootstrap. La question qui se pose maintenant, comment faire ce bootstrap-là? Donc, le bootstrap paramétrique est souvent en fonction des résidus d'un modèle, mais là, on a un problème avec les méthodes qui souffrent de surajustement. Les résidus ne sont pas bien définis dans ce cas-là, donc il faut trouver une autre façon de faire du bootstrap. Ou faire du bayésien, et auquel cas, ben, on obtient la densité prédictive, et là, les intervalles de confiance sont faciles à produire. OK. Donc, dans ce travail-là, donc, ce qu'on essaie de faire, donc, on essaie d'analyser quels sont les ingrédients les plus importants lorsqu'on fait du machine learning pour la prévision macroéconomique. Donc, je vais essayer d'aller vite là. Donc, je vais aller directement au résultat. Donc, pour vous montrer l'exercice, donc, on travaille avec les données américaines. Ça vous donne aussi une idée de ce que c'est un exercice standard là, lorsqu'on fait la prévision macroéconomique, du moins dans les travaux académiques. Donc, les données viennent d'une base de données qui est disponible sur le site web de la Federal Reserve of St. Louis. Donc, les données de McCracken et Eng, il y a 134 séries temporelles macroéconomiques financières. L'exercice, donc, on fait des prévisions hors échantillon dans un exercice pour simuler ce qui se passe en plus ou moins en temps réel. Donc, cet exercice-là commence en janvier 1980, puis on le fait, je crois, là jusqu'à 2016-2017. Donc, ça couvre quand même près de 40 années d'observation. On va essayer de prévoir 1, 3, 9, 12, 24 mois en avance. Et ce qu'on prévoit, on prévoit le term spread, on prévoit la production industrielle, le taux de chômage, l'inflation et les mises en chantier. Je vois que je viens de voir qu'il y a une question. Non, ça c'est la même. Ah non. OK. Quelle méthode de pénalisation est la plus adéquate? Ben, dans ce que nous... Ben, j'y arrive. OK? Donc, voilà les variables qu'on prévoit. Donc, on prévoit 5 variables qu'on trouve importantes là, pour décrire l'économie américaine. Voici les résultats. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Je vais juste essayer de vous situer un petit peu. Là. Donc, vous avez ici l'axe, la partie à droite, donc 0 est là. La partie à droite, c'est bon. La partie à gauche, c'est pas bon. OK? Prenons ça comme ça. Regardez ici NL. Donc, la partie ici qui est intitulée NL, ça veut dire que non linéaire. Donc, quand vous utilisez une méthode qui est non linéaire versus une méthode qui est linéaire, ben, c'est bon. C'est bon de combien? Ben, c'est bon, par exemple, il y a des cas ici, c'est bon de 20%. De 20% en termes de pseudo-R carré. Okay? Donc, 20%, c'est beaucoup. Là. La plupart du temps, on est plutôt à 10 ou entre 10 et 15%. Là. Donc, ça veut dire que ça, c'est pour tous les cas qu'on a considérés. Donc, si je fais une moyenne de ça, ça veut dire qu'en moyenne, sur les 5 horizons différents, sur les 5 variables différentes, dans cet exercice-là, utiliser les méthodes non linéaires améliore la performance de 10% en termes de R carré. Okay? SH ici, c'est pour le shrinkage. Donc, c'est pour la pénalisation. Donc, j'ai deux façons, donc ici, du moins de ce qu'on a considéré, j'ai deux façons pour dire avec les données massives. Donc, je vous ai dit au départ que si vous avez énormément de variables à droite de votre régression, bien, il se peut que vous ne soyez pas capable d'estimer le modèle par le moyen de carré ordinaire. Donc, auquel cas, il faut résoudre ce problème de dimensionnalité. Donc là, il y a deux façons, au moins. La première, c'est d'utiliser une réduction de dimension par exemple, les composantes principales ou par le modèle à facteurs.
Donc, ça va être notre modèle de base ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend les 200 variables, puis on les réduit à un petit nombre de composantes principales, petit nombre qui va être 4, 5, 6, mettons 8. OK? L'autre façon de faire, c'est de garder les 200, OK? Mais d'ajouter un terme de pénalité. Puis là, la question qui revient, donc, est-ce que ce terme de pénalité-là, est-ce que ça va être de type lasso, de type ridge ou de type elastic net? Donc, ajouter ce terme de pénalité qui va faire deux choses en même temps, là. Donc, d'une part, on va prévoir la variable d'intérêt, mais en même temps, la pénalité va vous permettre d'enlever une bonne partie de ces variables-là de votre problème. OK? Et donc, si on compare ces deux-là, ben on voit qu'on est plutôt du côté négatif ici. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre exercice? Ça veut dire que la modélisation par réduction de dimension, donc utiliser les modèles à facteurs, fait beaucoup mieux que d'utiliser lasso, ridge ou elastic net. Donc, pour répondre à la question, je vous dirais, si vous pouvez utiliser le modèle à facteurs pour faire cet exercice-là avec les données macro, ben, ça semble être la meilleure option. Donc, ne pas trop se casser la tête avec les modèles linéaires, mais qui utilisent une pénalité. OK? Donc, je vous dirais que ça, c'est les choses les plus importantes. Bon, ici, la fonction de perte, là, ben, dévier de la fonction de perte quadratique ne semble pas être une bonne idée, du moins dans cet exercice-là. Ah, j'ai une autre question. Merci. De rien. On peut aussi se poser la question, quand est-ce que ces non-linéarités sont importantes? Donc, je vous épargne des détails de comment on l'a fait. Regardons juste les résultats. Quand c'est souligné, bien, ça veut dire que c'est des coefficients qui sont jugés, au moins par nous, importants. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est je viens de vous montrer que la non-linéarité qui est apportée par ces méthodes-là semble importante. Donc, c'est elle qui semble améliorer grandement les résultats de prévision. Maintenant, est-ce qu'on peut associer, du moins, donc sans expliquer, mais est-ce qu'on peut au moins associer certains événements temporels à cette performance de la non-linéarité? Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une analyse par régression pour étudier ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on trouve? Bien, on trouve que lorsqu'il y a un éclatement de bulles immobilières, ou lorsqu'il y a une hausse de l'incertitude macroéconomique, ou lorsqu'il y a une détérioration des conditions financières dans l'économie, mais ces événements-là sont positivement corrélés avec la performance de la non-linéarité. Bon, notre analyse s'arrête là. Bien sûr, maintenant, on pourrait extrapoler, puis on pourrait se poser la question, ça veut dire que dans un modèle structurel d'équilibre général macroéconomique, il faudrait se poser la question de la place des non-linéarités en présence des chocs d'incertitude, en présence des chocs financiers ou de détérioration quelconque des conditions financières, ou en présence de la possibilité qu'il y ait un boom immobilier suivi d'un éclatement de bulle. Okay? Donc, c'est un peu ça l'idée derrière ici. Puis tous ces résultats-là, ben, ils sont robustes à plein de choses. OK? Je vais aller directement à la COVID. Donc, pardon. Donc, dans ce papier-là ici, on a essayé de voir sur les données britanniques. Pourquoi les données britanniques? Mais c'est parce qu'on nous a demandé de faire ça sur les données. C'était pour une revue britannique, donc on l'a fait pour les données britanniques. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir est-ce qu'en construisant une grande base de données britannique et en utilisant différentes méthodes de machine learning, comment ça se comporte ça pour la prévision de ces variables-là, mais surtout pour la prévision en 2020, okay, dans la période de la COVID. Okay? Donc, on utilise 5 modèles machine learning non linéaire, non paramétrique. Donc, il y a le boosted trees, random forest, macroeconomic random forest, kernel ridge regression, neural network. Okay? Les données, donc on a construit une base de données qui comporte 112 indicateurs macroéconomiques et financiers. D'ailleurs, en fait, si vous allez sur mon site web, donc si je clique là-dessus, je pense que ça va marcher.
Voilà. Donc, ces données-là, vous les avez maintenant en temps réel. En temps réel. C'est-à-dire, vous avez les vintage en temps réel de ces données-là. Donc, vous avez accès ici aux données qui ont été mises à jour à la fin mars, aux données qui ont été mises à jour à la fin février, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous amuser à utiliser ces données-là si vous le voulez. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que pour certaines variables, par exemple, si on regarde ici les heures travaillées, OK? Donc, je suis dans ce cadran-là. Donc, les heures travaillées, ça, c'est la performance de différents modèles vis-à-vis le modèle de base qui est un modèle autorégressif. Donc, pensez à un modèle autorégressif comme un modèle naïf. OK? Donc, c'est le modèle de base là, que n'importe qui peut faire. Et donc, on cherche à voir est-ce que les méthodes de machine learning peuvent au moins mieux faire que ces modèles naïfs. En rouge, c'est le meilleur modèle non linéaire. En bleu, c'est le meilleur modèle linéaire. Puis la performance ici, c'est la performance pour la période d'avant COVID. Donc, si on regarde seulement la période COVID, puis la période COVID dans notre échantillon, c'est du mars 2020 à, je pense qu'on s'est arrêté, on a eu les données jusqu'en novembre 2020. Donc, il n'y a pas beaucoup de, il faut savoir que là, il n'y a pas beaucoup d'observations, hein, mais on a fait durant la COVID. Là, donc, c'est vraiment en temps réel. Et donc, on voit ici que pour les heures travaillées, utiliser le meilleur modèle non linéaire, améliore la performance vis-à-vis le modèle naïf de je ne sais pas, à peu près 40%, okay, en termes d'erreur quadratique moyenne, qui est énorme. Et si on regarde graphiquement, donc qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, en noir ici, donc pour les heures travaillées, en noir, c'est la réalisation. Bien sûr, il n'y a personne qui est capable de prévoir là, que ça va chuter comme ça au mois de mars. Parce que c'est vraiment un choc complètement exogène. Mais vous voyez que le meilleur modèle, donc en rouge, le meilleur modèle machine learning non linéaire, non paramétrique, s'est ajusté très rapidement, ou du moins beaucoup plus rapidement que le modèle autorégressif, ou que le meilleur modèle historique, ou que le meilleur modèle linéaire. Okay? Donc, on voit quand même qu'il y a des exemples. Donc, bien qu'on n'est pas capable de prévoir le choc exogène, comme était la COVID, on a au moins une méthode là, qui est capable de s'ajuster très rapidement lorsqu'il y a de la nouvelle information. Et là, je vais aller directement, à moins qu'il y ait des questions, à moins que vous voulez voir des choses en finance ou plus en macro, je vais aller directement, parce que le temps file, à la prévision actuelle. Je vérifie s'il y a des questions. André, comment sont spécifiées les fonctions éléments de l'ensemble parmi lesquels l'algorithme cherche la meilleure? Ce sont des spécifications algébriques. Oui. En fait, c'est le choix. C'est le choix des modélisations, n'est-ce pas? C'est l'ensemble de choix auxquels on a accès. Et là, cet ensemble, donc c'est une bonne question. Ça veut dire que la plupart du temps, en fait, là, cet ensemble de choix va être borné par l'utilisateur. Donc, bien que je pourrais considérer 25 méthodologies différentes, je vais me concentrer pour une raison ou une autre là, sur 5, 6, 7. Okay? Donc, les prévisions actuelles. Donc, la cible, ça va être le taux de croissance moyen du PIB réel, donc pour le Canada, le Québec et les États-Unis. Les ensembles de prédicteurs, donc pour le Canada et le Québec, on va utiliser cette base de données-là que j'ai appelée CAN-QD. Donc, ça, c'est une base de données que je tiens à jour sur mon site ou qui est aussi sur le site de la chaire en macroéconomie et prévision de l'UQAM. Donc, c'est une base de données qu'on tient à jour déjà depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres. Donc, vous voyez, à chaque mois, on fait deux mises à jour. Là. Donc, là, je pense qu'en début de la semaine prochaine, on va vous sortir le premier aperçu du mois d'avril pour les données mensuelles, puis aussi pour les données trimestrielles, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez vous amuser avec ces données-là, ils sont disponibles gratuitement ici, puis tout est expliqué, comment les utiliser, etc. Donc, on utilise ces données-là, puis on utilise aussi les données de Fred QD. Donc, ça, c'est les données américaines, donc qui sont sur le site de Federal Reserve. Et donc, c'est le même principe. Donc, c'est une grande base de données de plus de 200 variables.
Donc, dans notre cas ici, pour les données canadiennes, je pense qu'on a à peu près 400 variables macroéconomiques canadiennes, mais aussi provinciales dans certains cas. Les modèles, on va emprunter les mêmes modèles que dans le papier précédent sur la COVID. Donc, les modèles à facteurs, le Random Forest Boosting, Knowledge Regression et les réseaux de neurones. Puis, on va prévoir, j'ai écrit 2022, mais en fait, on va prévoir jusqu'à 2023. Donc, notre ensemble d'informations s'arrête au 4e trimestre 2020. OK? Puis là, on essaie de prévoir à partir du 1er trimestre cette année jusqu'au dernier trimestre 2023. OK? C'est ça l'exercice de prévision. Puis ce que je vais vous montrer les résultats, non pas en taux de croissance, mais je vais plutôt remettre ça en niveau. OK? Ça va être plus facile à voir visuellement. Je vais comparer ça avec la tendance linéaire qu'on obtient avec les données avant COVID. OK? Quel est l'intérêt de ça? Ben, l'intérêt, c'est de voir est-ce que, s'il n'y avait pas eu la COVID, quelle aurait été la tendance du PIB durant ces années-là? Puis essayons de voir est-ce que nos prévisions actuelles, donc les plus récentes, est-ce qu'elles prévoient qu'on va retrouver cette tendance-là ou pas? Autrement dit, si on ne retrouve pas cette tendance-là, ben ça veut dire que la COVID aura eu un effet plus ou moins permanent sur l'économie. Comme j'ai beaucoup de modèles, je vais réduire ça en présentant simplement la médiane de toutes ces. Donc, mettons que j'ai 20 modèles. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est la médiane de ces prévisions-là à travers les horizons qui sont ici. Puis, je vais aussi vous montrer, ce n'est pas un intervalle de confiance, mais ça va être un range de 70% de tous les. Autrement dit, ce que je vous montre l'espace entre le 15e puis le 85e percentile de ces 20 prévisions-là. Okay? Donc, voici pour le PIB canadien. Donc, je vous montre la réalisation du PIB depuis 2008 Q1. OK? Je vais zoomer. Le prochain slide, là, je vais zoomer sur cette période-là. Je vous montre ça juste pour que vous voyez l'ampleur du choc COVID. OK? Donc, la COVID se passe ici. Donc, juste ici, là, on est à 2019 Q4. Puis ensuite, on a 2020 Q1, on a une baisse, puis après une grosse baisse en 2020 Q2, et ainsi de suite. Et la ligne grise ici que vous voyez, ben, c'est la tendance linéaire que j'estime en prenant les données. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que j'obtiens la pente de cette ligne-là? Ben, j'ai pris les données de 1981, Q1, donc le premier trimestre 1981, jusqu'à 4e trimestre 2019. Donc, je prends juste les données d'avant la COVID. Je projette ça sur une tendance linéaire et j'obtiens donc la pente de cette droite-là. Donc, c'est ce que vous voyez. Donc, cette pente-là, c'est ce que vous voyez. Donc, c'est pas nécessairement le PIB potentiel, c'est pas nécessairement la meilleure mesure de la tendance, mais c'en est une. Okay? Elle a l'avantage d'être très simple. Donc, si je zoome, voici ce qui se produit à la toute fin. Donc, la ligne horizontale ici, ben, elle identifie le niveau du PIB réel juste avant la COVID. Donc, voici le niveau en 2019 Q4. Et donc, selon la prévision médiane de tous nos modèles, ben, on va atteindre ce niveau-là à la fin de cette année. Okay? Puis, si on continue notre prévision, ben, on voit que la prévision médiane, ben, ça continue à augmenter, mais ça n'atteint pas la tendance pré-COVID. Okay? Demandez-moi pas pourquoi. Comme je vous dis, ce sont des modèles machine learning, ce ne sont pas des modèles structurels. Donc, je ne peux pas vous dire, de point de vue économique, pourquoi ça monte ici, puis ensuite ça baisse, et ainsi de suite. Okay? Si on fait le même exercice pour le Québec, donc vous avez ici l'historique du PIB du Québec. Donc, ça permet de voir comment la période avant la COVID, là, vous voyez quand même, il y a la hausse du PIB du Québec dans les 2-3 dernières années avant la COVID était quand même remarquable. Donc, autrement dit, on est tombé de haut. Okay? Donc, on est parti de là, on est tombé ici, puis là, on remonte. Mais vous voyez quand même que la prévision, donc avec les mêmes modèles, avec les mêmes données,
on a une prévision qui est beaucoup plus optimiste. Donc, déjà, on va atteindre le niveau d'avant la COVID un trimestre plus rapide que le Canada. Mais surtout qu'on atteint cette tendance de long terme d'avant COVID pas mal plus rapidement. Et bon, il y a une baisse ici à la fin, mais comme je vous dis, je ne peux pas l'expliquer. Voici maintenant le même exercice pour le PIB américain. Donc, on a quelque chose de semblable. Donc, les prévisions, là, j'ai aussi les prévisions moyennes. Donc, les prévisions sont quand même optimistes. Là. Donc, au bout de quelques trimestres, quelques années, ben, on retrouve la tendance pré-COVID. Donc, autrement dit, ce que ces modèles-là vous suggèrent, c'est que la COVID n'aura pas eu des effets permanents, du moins pour cette période concernée par notre exercice. OK? Donc, je vais conclure maintenant, puis ensuite, je vais revenir s'il y a des questions. Donc, j'espère qu'après cette présentation-là, ben, je vous ai convaincu que le machine learning peut être du moins utile pour les problèmes de prévision en macroéconomie et en finance. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de parler des applications en finance, mais croyez-moi que des auteurs ont publié les papiers, donc ils ont trouvé que ça a aidé. Donc, qu'est-ce qui est acquis? Ben, ce qui est acquis, c'est que bon, les changements méthodologiques, donc, qui sont basés sur le machine learning et les données massives, donc, ce sont des changements majeurs pour notre profession. Quand je dis la profession, je pense à l'académique, donc même de la façon qu'on enseigne nos cours. Donc, en tout cas, dans mon cas, j'ai construit un cours gradué sur le machine learning en sciences économiques avec mon collègue Philippe Merigan. Puis, même dans mes cours d'économétrie ou de macro appliqué, que ce soit au bac, maîtrise ou doctorat, j'essaie d'introduire de plus en plus de ces notions-là de machine learning. Donc, puis aussi dans la publication académique, ces méthodes-là sont de plus en plus présentes. Donc, dans l'académique, dans l'enseignement, ces méthodes-là prennent leur place. Puis, c'est également vrai du côté professionnel. Donc, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, on commence de plus en plus à utiliser ces méthodes ou les résultats de ces méthodes. Donc, les résultats sont encourageants, comme on a vu dans différentes applications. Ça permet aussi d'utiliser les nouvelles sources de données. Donc, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais dans la présentation ici, quelques mots sur les données non structurées, donc les données de texte, comment les utiliser même dans la modélisation macroéconomique. Et donc, on a vu que tout ça, ben, comme c'est un problème de prévision, pour que ça marche, il faut que ça améliore la précision prévisionnelle, et c'est le cas. Quels sont les défis qui restent? Ben, l'éléphant dans la pièce, là, c'est vraiment le manque d'interprétabilité ou d'explicabilité plutôt économique. Et donc, de relier les résultats. Donc, quand je vous ai montré, là, donc je viens de vous montrer que la projection du PIB est relativement optimiste, c'est-à-dire qu'on va atteindre le niveau même la tendance, en fait, pré-COVID, mais je peux pas vous dire d'où ça vient. Hein. Je peux pas vous dire que c'est grâce au secteur de consommation ou au secteur immobilier ou à la reprise du secteur manufacturier ou quoi que ce soit. Je ne peux pas vous dire comment ceci est relié avec l'inflation. Parce que même si je fais la prévision de l'inflation en même temps que je fais la prévision du PIB, bien, mes deux problèmes de prévision ne sont pas reliés. Okay? Et même si je faisais un modèle multivarié dans lequel je prévoyais les deux en même temps, donc par une méthodologie qui s'apparente à un modèle autorégressif vectoriel, même encore là, je n'ai pas d'histoire structurelle derrière ces résultats-là. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème parce que si on veut introduire des restrictions, donc si on veut avoir de l'interprétabilité, ben ça veut dire qu'il nous faut mettre des restrictions structurelles. Mais là, je vous ai dit au départ que ces méthodes-là sont intéressantes parce qu'on laisse les données parler. Donc, on veut imposer le moins de restrictions possible. Et là, on sait qu'un modèle restreint va mieux faire qu'un modèle non restreint si les restrictions qu'on a imposées sont vraies ou sont efficaces.
Mais là, c'est comme le chien qui court après sa queue, là. Je veux dire, on ne sait pas là, si nos restrictions sont vraies ou sont efficaces. C'est ce qu'on essaie de découvrir un peu là, dans nos exercices. Okay? Puis donc, il y a cet arbitrage donc, entre la flexibilité d'une part, qui est la force de ces méthodes-là, et notre besoin de comprendre pourquoi une telle prévision ou un tel résultat est sorti, et qui sont souvent, ces explications-là sont données par des restrictions structurelles très, très fortes. Et finalement, un dernier défi consiste donc à la formation, si je peux dire, donc que ce soit la formation de base dans les universités ou la formation continue auprès des gens qui sont déjà dans différentes industries. Donc, il faut donner de la formation à ces gens-là lorsqu'ils veulent soit utiliser ces méthodes, soit comprendre comment utiliser les résultats de ces méthodes, comment les interpréter, mais aussi aider les gens à prendre des décisions basées sur ces méthodes. Donc, si je reviens à mon exemple ici, donc si je dois conseiller le ministre des Finances du Québec, donc je lui dis, ben voilà, écoute, pas de panique, le PIB augmente, puis il va augmenter, on va retrouver même la tendance qu'on avait d'avant la COVID. Mais là, il va me poser la question, pourquoi? Ou est-ce que ça veut dire que je peux arrêter les différents programmes coûteux là, qui sont là pour supporter la demande ou supporter les entreprises, etc. Ben, je ne peux pas répondre à cette question-là. Okay? Là, je peux seulement lui dire que ces prévisions-là, j'y crois parce que historiquement, ces méthodes-là ont très bien performé. Et donc, si l'histoire se répète, donc sous certaines conditions théoriques, là, donc de réversibilité dans le temps et de stationnarité, si l'histoire se répète, ben, je suis très confiant à ma prévision. Mais est-ce que le ministre des Finances va être confiant à ma réponse, n'est-ce pas, qui n'est pas basée sur le raisonnement économique, mais qui est basée sur un résultat statistique. Puis je vais finir avec ça, je vais vous donner juste un exemple très récent, beaucoup moins compliqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez, juste avant que les cas COVID explosent dans la région de Québec, il y a quelques semaines, à peu près une semaine avant, il y avait un article dans la presse sur les gens qui analysent les eaux usées. Okay? Et donc, eux, ils prévoyaient à peu près une semaine en avance que les cas allaient exploser à Québec. Et force est de constater que personne ne les a écoutés. Okay? Puis bon, ça ne veut pas dire qu'ils ont utilisé un modèle extrêmement compliqué pour obtenir ces résultats-là. Ils avaient même une histoire plausible, hein? Puis ils avaient même une courte évidence temporelle sur la performance de cette méthodologie, mais quand même une bonne évidence cross-section, donc à travers différents pays. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un bon modèle de prévision et que vous croyez, historiquement parlant, en vos prévisions que au niveau de la prise de décision, ces prévisions-là vont être prises en compte. Et là, ce que je dis, c'est que quand vous avez les modèles très compliqués, basés sur le machine learning, ce pont-là entre la prise de décision et les inputs que vous avez donnés, ben, je pense qu'il est encore plus fragile. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter là. Et là, je suis très ouvert à répondre à toutes les questions. Merci, Dalibor. Oui, on va regarder s'il y a des questions. S'il y a des personnes qui souhaitent lever la main pour poser des questions, juste nous faire signe, on va vous donner le micro. Allez, je vais même arrêter le partage comme ça. Oui, Simon. Bonjour, est-ce que vous m'écoutez? Oui. Merci beaucoup, Dalibor. C'était une excellente présentation. Merci beaucoup. Vers le fin, vous avez dit comment vous êtes confiante dans vos prédictions pour le Canada, le Québec, etc. Est-ce qu'il y a une façon, peut-être ça vous aide à convaincre les ministres des Finances et les gens de la Banque du Canada, est-ce qu'il y a une façon pour faire des intervalles de confiance
autour de ces projections pour que vous puissiez après démontrer aux preneurs de décision comment vos prévisions comportent comme il faut. Oui, 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 tout à fait. Mais en fait, là, dans un papier là, qu'on est en train de réviser, on est en train de faire de la prévision par densité. Et donc, la réponse est oui. Donc, soit en utilisant, donc on a deux façons, soit faire du bootstrap, soit passer par les quantiles. Donc, dans le cas de Random Forest, par exemple, on peut faire du quantile Random Forest ou dans le cas de régression, de quantile regressions. Et donc, en faisant des quantiles, on peut lisser, donc on peut interpoler et approximer la densité en lissant entre les différents quantiles qu'on a prévus directement. Et donc, une fois qu'on a la densité prédictive, ben là, on peut vraiment construire les intervalles de confiance proprement dit. Merci. Est-ce qu'il y avait... Bon, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'on ne perd pas au niveau de l'interprétabilité des résultats lorsqu'on utilise la méthode non linéaire pour notre prévision? Possible. Je ne peux pas dire oui ou non de façon catégorique, mais c'est possible. Ça dépend toujours ça dépend toujours de la méthode qu'on prend comme telle. C'est un modèle non linéaire peut être très simple aussi, n'est-ce pas? Donc, pensez à une régression linéaire. Donc, vous avez Y à gauche, vous avez X à droite, puis vous ajoutez X au carré. Donc, c'est un modèle non linéaire en variable. Il reste linéaire en paramètres, mais votre effet marginal de X sur Y est maintenant modélisé de façon non linéaire. Donc, là, on garde l'interprétation. Donc, ça dépend vraiment de la méthode qu'on utilise. Benoît? Oui, bonjour. Donc, merci Dalibor. Tu as dit comment c'est important d'avoir de la non-linéarité dans les modèles. C'est quand même assez vague. Est-ce qu'il y a des formes de non-linéarité qui sont plus importantes que d'autres? Est-ce que tu peux Oui, ben c'est ça. Oui, en effet. Non, en effet. Donc, c'est là un peu que le langage entre, si on veut, de la littérature économétrique, de la littérature en machine learning est différent. Donc là, quand on parle des non-linéarités, on parle vraiment surtout des combinaisons non linéaires des variables prédictives. Donc, une des méthodes qui fonctionne très bien, c'est la méthode basée sur les arbres, donc le random forest. Et donc là, la forme de non-linéarité, en fait, ce sont des effets, des termes d'interaction. Okay? Donc, si on a un petit modèle, en fait, on n'a pas besoin de cette méthode-là. On peut nous-mêmes identifier les termes d'interaction qui sont importants. Mais c'est juste que lorsqu'on a énormément de variables à notre disposition, ben, cet exercice-là devient impossible à faire par tâtonnement, si l'on veut. Donc là, on va permettre à la machine de le faire pour nous. Et donc là, la forme de non-linéarité, donc c'est vraiment les termes d'interaction. Sinon, ce qui fonctionnait très bien aussi, c'est le kernel ridge regression. Donc là, donc ça veut dire qu'il faut choisir un noyau. Et donc le noyau qu'on a choisi pour approximer la forme non linéaire, donc c'est le radial basis function kernel. Donc lui va approximer ça aussi par les termes d'interaction, mais également par les puissances des variables prédictives. Merci. Mais c'est pour ça qu'on a essayé aussi, dans un papier, on a essayé de comprendre ex post cet effet fixe là, de non-linéarité. Est-ce qu'il est associé à certaines fluctuations macroéconomiques? Donc, bien sûr, on n'est pas en mesure de dire quelle forme de non-linéarité dans un modèle théorique correspond aux formes de non-linéarité empiriques qu'on a utilisées dans les modèles. C'est quand vous pensez en termes théoriques, donc si vous voulez construire un modèle
macroéconomique, un modèle d'équilibre général, puis vous voulez avoir de la non-linéarité, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez approximer la solution par des expansions d'ordre supérieur. Donc, ça, c'est une forme de non-linéarité. Vous pouvez avoir des solutions de coin. Vous pouvez avoir certaines contraintes là, qui deviennent mordantes seulement à partir de certains seuils. Okay? Donc, c'est pas nécessairement... Donc, la question de Benoît est très bonne. Là. Je vous dis, il y a les formes de non-linéarité qu'on trouve importantes empiriquement, mais après, c'est très difficile de trouver le lien entre ces formes-là empiriques et ce qu'on aurait pu faire en termes de modélisation macroéconomique. Bon, il ne semble pas y avoir d'autres questions. Ah oui, oui. Ah oui, il y en a une. Monsieur, je vous donne le micro. Oui, allez-y. Donc, moi, j'ai une question concernant la construction des intervalles de confiance avec la méthode de Bootstrap. Mm-hmm. Et je pense que d'abord, ce n'est pas souvent aisé lorsque nous avons une dépendance des données. Et vu que la forme des résidus ici serait assez compliquée, je me pose la question, comment vous procédez en termes de méthode de Bootstrap pour la construction des intervalles de confiance? Bon, ben ça, en fait, on a trouvé un article qui essaie de, bon, du moins suggérer une méthode pour faire du bootstrap avec les modèles de machine learning. Et bon, l'hypothèse, en fait, il y a quelques hypothèses là qu'il faut avoir. Donc, il faut avoir un modèle additif. Donc, il faut que le thème d'erreur là, soit additif dans le modèle de prévision, donc ce qui était le cas jusqu'à présent. Et il faut aussi que les erreurs de prévision soient au moins non corrélées. Bon. Puisque maintenant on est en série temporelle, c'est clair que notre variable, c'est clair. La plupart du temps, notre cible a une dépendance temporelle, mais c'est pas nécessaire que cette dépendance temporelle se retrouve également dans les erreurs de prévision. Mais si c'est le cas, donc si on a des erreurs de prévision ou des résidus, dépendant comment on bootstrap, s'il y a de la dépendance temporelle, ben là, on peut appliquer des méthodes. Donc, si on est dans le bootstrap paramétrique, en plus, là, ben, on peut faire, ou non, mais on peut faire de rééchantillonnage avec les blocs. Okay? Donc, ça c'est une façon pour tenir compte de la dépendance temporelle. Mais le gros problème, en fait, pour le bootstrap ici, c'est que si vous voulez faire votre bootstrap en utilisant les résidus, donc quand vous avez entraîné votre modèle dans l'échantillon, ben, vous avez ici des méthodes qui, par exemple, comme la méthode basée sur les arbres, les méthodes qui overfit. Donc, il y a du surajustement. Et là, ça devient un peu inapproprié, je crois, de faire du rééchantillonnage sur les résidus qui sont obtenus après une méthode là, qui overfit. Okay? Et donc, l'article que j'ai en tête, là, je ne me rappelle plus où il a été publié exactement en machine learning. Donc, il propose en fait là, de rééchantillonner directement les inputs et de réestimer les modèles donc avec les inputs rééchantillonnés plein de fois. Et donc, ça vous permet en fait de tenir compte de l'incertitude entourant l'approximation et aussi l'estimation. Mais sinon, comme je vous dis, si vous croyez que vos résidus se comportent bien et que le seul problème, ça pourrait être la dépendance temporelle, mais là, vous appliquez le bloc bootstrap standard, là, puis vous rééchantillonnez et vous réestimez autant de fois que vous voulez. Merci. Merci. Dalibor, plusieurs personnes demandent s'ils vont pouvoir recevoir la présentation. Oui. Je vous l'ai envoyé, donc je ne sais pas, est-ce que vous la mettez sur le site web ou... On va la partager avec les gens qui sont inscrits à l'événement. Okay. Puis de mon côté, moi, je vous invite aussi à aller lire le chapitre de Dalibor, le chapitre 12 dans le Québec économique 9, qui est disponible gratuitement sur notre site. Il y a d'autres questions. Ouais.
Bon, attends un petit peu. Donc, hi, thanks for the session. This is not technical. Are there any regulatory requirements or standards set by regulators on... et ça, je sais pas. Donc, c'est une bonne question. Donc, est-ce qu'il y a un peu est-ce qu'il y a de la réglementation associée à l'usage des méthodes d'intelligence artificielle? Bon, comme c'est quelque chose qui est utilisé à beaucoup d'endroits, donc je ne sais pas ailleurs, mais en sciences économiques ou dans les utilisations en économie ou en finance, là, je ne suis pas au courant. Mais c'est une très bonne question parce que supposons le monde où il n'y a plus de traders, donc il n'y a plus de gens, il n'y a plus de personnes physiques là, qui échangent là, sur les marchés et que tout est fait par les algorithmes. Est-ce que rapidement on peut se retrouver dans une situation là comme en 2007 d'un problème financier parce que les algorithmes n'ont simplement pas vu le problème arriver ou n'ont pas bien évalué le risque systémique engendré par leurs actions une fois agrégées. Donc, je ne sais pas. Donc, mais je trouve que c'est une très bonne question. Donc, est-ce qu'une réglementation de l'usage ou de l'interprétation de ces méthodes-là doit se poser? Je ne sais pas, mais c'est une bonne question. Et quel apport les économistes peuvent-ils faire pour améliorer l'interprétation des modèles flexibles? En fait, une fois j'ai discuté avec, c'était lors d'une conférence, puis c'était le chef statisticien ou le chef économiste de chez Amazon, du moins dans le temps, qui était là. Puis, bon, on avait discuté un peu, puis ce qu'il disait, c'est chez Amazon, puis ça c'est il y a 3-4 ans à peu près. Donc, je ne sais pas si ça a changé, mais il y a 3-4 ans, chez Amazon, lorsqu'ils embauchaient des doctorants pour travailler avec les données massives, ils avaient besoin d'embaucher à peu près 3 types de personnes pour faire un travail. Donc, ils avaient besoin, bien sûr, des gens qui étaient très bons de point de vue informatique pour faire rouler tous ces programmes-là. Des gens plutôt en data science, okay? Donc pour penser à des méthodologies, à des algorithmes. Mais ils avaient surtout besoin des économistes pour pouvoir dire aux deux autres quoi faire, okay? Pour identifier le problème. Donc, ça, c'est bien sûr dû à la hyper-spécialisation qu'on a dans différentes professions, etc. Mais je pense que c'est là l'apport des économistes là, qui est encore là, en fait. Donc, de trouver le problème auquel on peut répondre adéquatement avec ces méthodologies-là. Bon. Quelqu'un d'autre a une question? Sinon, on va conclure. Merci beaucoup, Dalibor, pour cette présentation extrêmement intéressante qui nous permet de comprendre quelque chose qui peut être assez complexe. Donc, c'est vraiment très, très apprécié. Donc, je rappelle que Dalibor est professeur en sciences économiques à l'UQAM et aussi responsable au Cyrano du pôle de modélisation. Alors, je vous remercie d'avoir participé en grand nombre, encore une fois, à cette 4e activité en lien avec le Québec économique 9. Et je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Bon, merci pour votre écoute et les questions.